Nous avons vu, dans ce titre 4 concerné aux ruptures des contrats de travail, qu'il existait des modes de rupture alternatifs au licenciement. Il est temps maintenant de s'attacher à ce fameux droit du licenciement. Je vous propose de voir dans un chapitre 1 le licenciement pour motif personnel. Comme il a déjà été dit, le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut toujours cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes. Nous énonce l'article L. 1231-1 du Code du travail. La résiliation du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur est le mode de rupture du contrat de travail le plus réglementé, car il s'agit, vous l'aurez bien compris, de protéger les intérêts menacés de licenciement. À propos de notion de licenciement, il en existe deux grandes sortes en droit du travail français. D'une part, ceux qui sont inhérents à la personne du salarié, que je vais traiter ici dans ce chapitre 1, et que l'on appelle les licenciements pour motif personnel, et les autres, ceux qui ne sont pas inhérents à la personne du salarié, qui existent pour des raisons extérieures, économiques. Et ceux-là, on les appelle les licenciements pour motif économique, que je verrai dans le chapitre 2. Pour pouvoir étudier le licenciement pour motif personnel, il y a deux grandes étapes à approfondir. Tout d'abord, la cause du licenciement, qui nous retiendra assez longtemps, puis la procédure de licenciement qui, elle, sera un peu plus rapide. Section 1, le motif du licenciement, 2 points, la cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif personnel a été mis en place par une loi fondamentale du 13 juillet 1973. C'est cette loi qui a prévu une procédure de licenciement équitable et protectrice et qui a mis en place le concept de cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, avant cette loi de 1973, la seule obligation qui pesait sur l'employeur était d'envoyer au salarié licencié une lettre recommandée lui notifiant son licenciement. Il n'avait pas à se justifier, il n'avait pas à alléguer d'un motif quelconque, sauf si bien sûr il était assigné devant le juge. Et c'était ce que l'on appelait le temps des chèques valises. C'est-à-dire que le même jour, on était convoqué dans le bureau de celui qu'on appelait le chef du personnel, et puis il vous remettait en même temps votre chèque et vous demandait de faire votre valise. Il n'y avait donc rien à faire, les choses étaient simples, sans explication, sans procédure. La différence, c'était que dans les années 60 notamment, c'était une période de plein emploi et que quand on avait quitté le bureau du chef du personnel, il suffisait de toquer à celui de l'entreprise à côté pour retrouver un travail. À partir du début des années 70, les choses se gâtent et le législateur entend intervenir. La cause réelle et sérieuse nécessite des explications. Grand 1, la détermination de la cause réelle et sérieuse. 3 points vont retenir notre attention dans ce grand 1. Et nous allons commencer par le premier, ça me paraît le plus simple, le grand A, l'exigence d'un double caractère. La loi exige que la rupture à l'initiative de l'employeur soit fondée sur un motif, une cause réelle et sérieux, mais elle ne donne aucune définition de cette notion. C'est volontaire. Le législateur n'a pas voulu donner de définition trop stricte parce qu'au fil du temps, il y a des événements qu'on n'envisageait pas en 1973, prenons tout bêtement Internet, qui va être peut-être la source de motifs de licenciement. Et si on avait prévu une définition bien posée et bien encadrée, cela aurait exclu du champ d'application de cette définition beaucoup d'événements. Ce sont donc les juges qui ont
essayer de donner des éléments caractérisant la cause réelle et sérieuse de licenciement, tout comme le législateur, sans se laisser enfermer dans une définition trop stricte. On peut ainsi préciser que, c'est une évidence, la cause réelle et sérieuse a un double caractère. Premier caractère, le caractère réel de la cause. Cela s'entend du fait qu'elle doit être existante, exacte, précise et objective. En quelque sorte, pour être un petit peu trivial, on ne veut pas de délit de sale gueule. On veut des faits précis, des dates, des jours, pourquoi pas des témoignages, et surtout, l'objectivité de la cause va par exemple permettre d'écarter une cause réelle et sérieuse de licenciement qui existait dans les années 80 et qui était la perte de confiance. Je vous licencie parce que je n'ai plus confiance. Bon, ça, on ne peut pas dire que ce soit très objectif. Le deuxième caractère, c'est le caractère sérieux, qui fait que l'événement à l'origine de la cause du licenciement doit être préjudiciable à l'entreprise et qu'il rende impossible la continuation du travail. Il s'agit d'un événement, pas n'importe lequel, entre guillemets, et pour vous rappeler ce que l'on a vu auparavant, les petits événements vont relever du droit disciplinaire. Un retard de 10 minutes ne va quand même pas causer ne va pas entraîner un licenciement, mais peut-être un blâme ou un avertissement. Donc là, vous voyez bien la séparation entre le droit disciplinaire pour les événements mineurs et là, le droit disciplinaire pour les événements majeurs qui vont pouvoir permettre à l'employeur de licencier le salarié. Je vous dis tout de suite, et je vais revenir dessus, l'existence d'une faute n'est pas systématiquement exigée. La cause réelle et sérieuse peut exister sans faute du salarié. Exemple, les absences répétées pour maladie, dont nous avons parlé, peuvent entraîner une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il n'y a pas de faute. C'est juste la désorganisation de l'entreprise qui nécessite pour l'employeur de recourir à un salarié de manière définitive. En revanche, il peut y avoir des causes réelles et sérieuses de licenciement qui sont assorties de fautes. Depuis 1987, la Cour de cassation ne contrôle plus non plus la cause réelle et sérieuse de licenciement. Et il appartient donc au juge du fond d'apprécier la réalité, l'exactitude et l'importance du motif, tout ceci étant énoncé dans la lettre de licenciement. Une précision. La charge de la preuve repose sur le juge. C'est une particularité en droit du travail. Elle ne repose ni sur le salarié, ni sur l'employeur. Et en cas de doute, le doute profite au salarié. Toutefois, si l'employeur invoque une faute du salarié, ce sera à lui de prouver l'existence de cette faute. Nous avons clarifié les notions de cause réelle et sérieuse. Voyons maintenant dans un grand B à quoi cela correspond un peu dans les faits. Grand B, les situations de licenciement inhérentes à la personne du salarié. J'entends par là que je ne peux pas vous faire une liste des motifs de licenciement, évidemment, parce qu'ils sont aussi nombreux que peuvent l'être les actions commises par les salariés. Ce serait un petit peu stupide d'essayer de créer cette liste. Je vais reprendre les principaux motifs que l'on retrouve à la fois dans les lettres de licenciement et en contentieux quand on se trouve devant le juge. Vous avez par exemple l'insubordination, c'est-à-dire le fait de ne pas obéir à son supérieur hiérarchique. C'est souvent une cause de licenciement. Les négligences, l'abandon de poste. Si vous n'allez pas à votre travail, que vous ne prévenez pas votre employeur, même si vous êtes malade,
Rappelez-vous, vous avez 48 heures pour le prévenir. Donc lui peut très bien considérer, à partir d'un certain moment qui lui appartient, que vous êtes en abandon de poste si vous n'avez pas justifié votre absence. Encore, les indiscrétions, les désaccords avec la direction, les critiques ou accusations contre les dirigeants en abus, en allant au-delà de sa liberté d'expression. La déloyauté, les fraudes, les malversations. Et puis ça grave. Les violences ou injures, le vol, bien sûr. Et allons encore plus loin dans le cadre d'une grève, la séquestration de personnel. Tous ces motifs sont autant de causes réelles et sérieuses de licenciement. Le vol est un motif fréquent de licenciement, notamment dans certains secteurs d'activité comme la grande distribution. Le vol est bien entendu appréhendé, mais il y a un petit bémol. Les juges admettent qu'un salarié puisse voler des documents dont la production peut être nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale. Elle l'a notamment réaffirmé dans un arrêt de la Chambre criminelle du 16 juin 2011 au JCPS 2011 numéro 1450. Et il s'agissait d'un salarié qui avait transféré des documents sur sa boîte mail alors que ces documents, l'employeur ne voulait pas lui remettre et qu'ils étaient nécessaires pour lui à l'exercice de sa défense devant le Conseil des prud'hommes. Encore une petite précision sur ces divers événements qui peuvent causer des causes réelles et sérieuses de licenciement. Tous les salariés ne sont pas sur un pied d'égalité. Je ne sais pas si cette notion, je l'ai déjà appréhendée, je l'ai déjà vue avec vous, mais on dit souvent que les cadres doivent donner l'exemple. Ce qui implique qu'ils pourraient, éventuellement, ils peuvent être plus sévèrement sanctionnés que des salariés appartenant aux deux autres catégories socio-professionnelles. Je vous donne 2 exemples de jurisprudence face à un motif qui est l'insubordination. Dans une première affaire, un salarié pompiste se rend coupable d'insubordination parce qu'il refuse d'exécuter une tâche, le montage de pneus, qu'il estime ne pas rentrer dans ses attributions. Dans la deuxième affaire, il s'agit d'un ingénieur responsable de produit qui persiste à refuser un rendez-vous avec l'un des principaux clients de l'entreprise auquel il doit présenter l'un des produits dont il a la responsabilité et en dépit des injonctions réitérées de ses supérieurs hiérarchiques. Même motif de licenciement et pourtant la sanction sera différente. Dans le premier cas, les juges ont retenu une cause réelle et sérieuse, sans faute, du salarié pompiste, ce qui veut donc dire qu'il obtiendra ses indemnités de rupture. Dans le deuxième cas, on a considéré que cet ingénieur se rendait coupable d'une faute grave, privative des indemnités de rupture. Cette fameuse faute dont je vous parle depuis bien longtemps, eh bien, il va falloir que je vous l'explique. Grand C, l'incidence d'une faute du salarié. La survenance d'une faute du salarié peut donc créer une catégorie à part de licenciement, en quelque sorte, car la situation du salarié va se trouver amoindrie en raison du fait qu'il n'aura pas le même argent que les autres. Il n'aura pas les indemnités. La faute se définit de la manière suivante. Elle est constituée par un acte positif ou une abstention volontaire de la part de salariés. Ce n'est pas une définition légale, c'est une approche doctrinale. Il existe différentes catégories de fautes que j'explique d'habitude à l'aide d'un tableau qui vous sera certainement fourni en parallèle du cours. Et je vais donc vous donner cette explication en espérant qu'elle sera la plus claire possible. La première catégorie de faute, c'est la faute dite légère.
Une faute légère, un retard de 10 minutes, on le sait maintenant, n'entraîne pas le licenciement. Il s'agira alors de la procédure disciplinaire. Et le salarié pourra être sanctionné par une sanction disciplinaire, blâme, avertissement, mise à pied disciplinaire, comme vous voulez. La faute légère, je la mets donc à part et je la renvoie à ce que nous avons déjà vu. Il reste 3 catégories de fautes, qui sont toutes des causes réelles et sérieuses. La première, c'est la cause réelle et sérieuse qui équivaut à une faute simple du salarié. Je m'entends, si vous êtes licencié en raison de vos absences répétées qui désorganisent l'entreprise, c'est une cause réelle et sérieuse. Si vous êtes une assistante de direction qui a oublié d'envoyer le chèque aux impôts, ce qui va entraîner des pénalités de retard pour votre employeur, c'est une cause réelle et sérieuse qui peut être assortie d'une faute simple. Parce que c'est une bonne assistante de direction, que vous l'avez depuis 20 ans, que vous l'aimez bien, mais là, il faut vous en séparer, mais vous voulez pas qu'elle perde son argent. Cette cause réelle et sérieuse, équivalente à une faute simple, ouvre droit aux salariés à 2 catégories d'indemnités. La première catégorie d'indemnités, on les appelle les indemnités de rupture, celles dont je vous parle depuis le début. Elles sont dites de rupture parce que données à l'occasion de la rupture. Elles sont de 2 sortes. Vous avez tout d'abord l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. L'indemnité de licenciement est là pour réparer le préjudice causé par le licenciement. Son montant n'est pas très élevé. C'est 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté. Vous faites un calcul rapide en prenant quelqu'un qui a 2000 € par mois et qui a 10 ans d'ancienneté, ça doit faire 4 ou 5 000 € d'indemnité de licenciement, c'est pas énorme. Cet argent, cette indemnité de licenciement, en fait, a une particularité, c'est que en deçà d'un certain plafond, on considère que ce sont des dommages-intérêts, ce qui veut dire que la somme ne sera soumise ni à impôt ni à cotisation sociale, ce qui n'est pas négligeable. La deuxième catégorie d'indemnité de rupture est dite indemnité compensatrice de préavis. Quand le salarié est licencié, c'est comme en matière de démission, il doit un préavis à l'employeur, un temps pendant lequel il va continuer de travailler et il sera payé. Préavis dont les durées varient en fonction des conventions collectives. Imaginons que l'employeur ne désire pas que ce salarié effectue son préavis. Soit parce que il s'entend plutôt pas trop mal et il sait que le salarié a déjà retrouvé un travail, ou bien parce qu'il ne veut plus du tout le voir, il ne veut plus en entendre parler et il préfère qu'il parte tout de suite. Il va lui verser une somme qui est l'indemnité compensatrice de préavis et qui correspond au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait effectué son préavis. La nature juridique de cette somme, c'est donc du salaire soumise à impôts et cotisations sociales. À côté de ces indemnités de rupture, le salarié qui est licencié pour une cause réelle et sérieuse ou une cause réelle et sérieuse assortie d'une faute simple va percevoir une deuxième indemnité, c'est l'indemnité compensatrice de congés payés. Je la mets à part parce qu'elle n'a pas du tout la même source. Elle n'est pas due en raison de la rupture, elle est due en raison du fait que le salarié a acquis des congés payés. Peut-être le savez-vous, tous les salariés acquièrent chaque mois 2 jours et demi de congés payés. Imaginons que depuis le mois de mai, vous n'ayez pas pris vos congés payés et que vous soyez licencié au mois de décembre, vous avez droit à cette somme, qui sera également du salaire. Voilà, donc quand un salarié est licencié, il a le droit aux indemnités de rupture, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, et à ses congés payés. Mais une deuxième catégorie de fautes menant au licenciement peut intervenir. Il s'agit de la faute grave. Je vous en parle aussi depuis pas mal de temps. Cette faute grave se définit comme
celle qui empêche la continuation du travail et le maintien du salarié dans l'entreprise. Il fait quelque chose de très grave, il a volé, et donc vous voulez qu'il s'en aille tout de suite, vous ne voulez plus qu'il reste dans l'entreprise. La faute grave est privative des indemnités de rupture. Cela veut dire qu'il n'aura pas l'indemnité de licenciement, c'est normal. Elle est là pour réparer le préjudice causé par le licenciement, on ne va pas lui donner alors qu'il a commis une faute grave. Et d'autre part, il ne percevra pas non plus son indemnité compensatrice de préavis parce qu'il va en être privé en raison de cette faute. Il ne pourra pas effectuer son préavis, il ne pourra pas se voir verser l'indemnité. Que lui reste-t-il à part les yeux pour pleurer? Eh bien, son indemnité compensatrice de congé payé. Et enfin, la dernière faute qui peut mener au licenciement, qui est plus rare, beaucoup plus conséquente, c'est la faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. En raison de la gravité de cette faute, le salarié ne percevra aucune indemnité. Et c'est le seul cas de figure en droit du travail où l'employeur pourra éventuellement engager la responsabilité civile et ou pénale du salarié. On peut penser à la faute lourde en cas de concurrence déloyale manifeste, ou bien c'est le domaine de prédilection de la grève, puisque seul le salarié gréviste coupable d'une faute lourde pourra être licencié.